Merci à vous de vous intéresser à ce sujet de la délégation. Donc, nous allons traiter de comment déléguer pour gagner en liberté, préciser, former, transmettre et faire grandir les personnes à qui vous déléguez. Donc, l'idée, ce sera de construire votre système vertueux. Mon intention à travers ce webinaire, c'est de vous montrer à quel point la délégation doit tenir compte d'un système cohérent, d'un système global, cohérent, qui va vous permettre effectivement de déléguer avec efficacité et de vous faire gagner en liberté. Ce n'est pas juste un processus avec 5 étapes ou une délégation, ça se fait en 5 étapes. La délégation, c'est quelque chose qui s'intègre dans le cadre de la construction d'une entreprise. Et donc, c'est ce qu'on va voir sur cette demi-heure que nous allons passer ensemble. Et c'est la démonstration quelque part que j'aimerais vous faire sur ce webinaire. Alors moi, je suis Jimmy Beto, coach, Action Coach, certifié depuis déjà maintenant pas mal de temps, c'est en 2010, et j'accompagne les chefs d'entreprise, dirigeants, propriétaires d'entreprises dans le développement de leur structure, justement pour qu'ils puissent développer une entreprise qui puisse fonctionner sans eux, on va le voir, et c'est un moyen de générer des revenus, de générer un cadre de vie, de créer une vie, la vie de l'entrepreneur, qui soit à la hauteur de ses attentes et de ses espérances. Donc, comment construire ça? La délégation, c'est un des piliers. On va voir comment y accéder. Ce que nous allons voir aujourd'hui, très simplement, les clés de la délégation. Et donc, nous allons aborder ce premier point, déjà construire sa liberté, comment on va pouvoir s'aider de l'entreprise pour construire sa liberté. On va aborder aussi quelques freins à la délégation et on va aborder la partie système. Alors, de la prestation aux procédures, c'est-à-dire comment on passe de la réalisation, de la production de sa prestation, de ses biens, de ses produits, de ses services. Comment on passe de cette prestation aux procédures. Eh bien, on va aller chercher dans son entreprise l'ensemble des processus qui nous permettent de livrer à nos clients ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, en tout cas ce qu'ils ont acheté, ce pourquoi ils ont conclu le contrat de vente. Donc voilà, donc la partie système va être la partie importante du webinaire d'aujourd'hui. Et puis après, on va aborder aussi sur quels critères se baser pour pouvoir déléguer aux bonnes personnes et en gros à qui on peut déléguer les tâches qu'on souhaite déléguer. Donc voilà pour le sommaire, avec en introduction le rappel de la définition qu'on a d'une entreprise, nous, à Action Coach. Pour nous, une entreprise, c'est une activité commerciale, une activité de vente qui doit être rentable et qui doit fonctionner sans vous ou sans le chef d'entreprise, sans le propriétaire de l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez besoin d'aller jusque-là dans la réalisation de votre entreprise? Nous, on a tendance à penser que oui, parce que ce n'est pas parce que l'entreprise peut fonctionner sans vous que vous êtes obligé de quitter l'entreprise. Vous pouvez très bien rester à des postes ou à une fonction qui vous plaît, mais au moins vous avez la possibilité, vous avez le choix. Vous pouvez y rester ou vous pouvez la céder, la vendre, la transmettre. Elle pourra fonctionner sans que le savoir-faire stratégique de l'entreprise soit dans votre cerveau. Et donc, vous pourrez aussi valoriser plus facilement ou la revendre ou la céder plus facilement. Donc, l'idée, ce n'est pas une obligation de quitter l'entreprise, mais si vous voulez réaliser une entreprise et pas simplement réaliser un job, un métier, eh bien, vous avez tout intérêt à voir votre entreprise comme une entité qui peut fonctionner sans vous. Alors, vous voyez que dans le fonctionner sans vous, il y a cette notion de délégation. Mais si vous partez de cette définition, eh bien, vous verrez que votre liberté pourra prendre sa source dans la façon que vous allez avoir de développer votre entreprise. Et si vous gardez cette notion d'augmentation, de construction de votre liberté dans votre processus de construction d'entreprise, eh bien, vous allez la construire de manière beaucoup plus efficace. Si au contraire, dans un premier temps, vous êtes dans la réalisation des tâches, parce qu'il y a un point que je n'ai pas précisé, mais très souvent, si vous avez une entreprise, c'est que vous êtes passionné par ce que vous faites. C'est la raison principale, je dirais peut-être à 90 ou 95%. Les chefs d'entreprise créent ou reprennent une entreprise sur un métier qu'ils connaissent et un métier qu'ils affectionnent.
Eh bien, si vous développez une entreprise sur la base exclusive de vos compétences techniques sur ce métier que vous aimez réaliser, eh bien, vous risquez de vous rendre compte, après 5 ans, après 10 ans, que vous passez 60, 70, 80 heures par semaine à travailler et que vous n'avez pas la liberté dont vous avez pu rêver ou que vous pouviez espérer au départ, au moment où vous vous êtes lancé dans l'activité. Donc, quand vous construisez, quand vous développez votre entreprise, gardez cette notion-là à l'esprit. Ça va orienter la façon dont vous allez structurer le développement de votre entreprise. Alors, idéalement, vous pouvez vouloir voir votre entreprise fonctionner, même si vous vous absentez plus de 3 semaines, 3, 4, 5 semaines, 2 mois, 3 mois, vous devriez pouvoir quitter l'entreprise et elle doit pouvoir continuer à fonctionner sans vous. Si vous n'êtes pas en mesure de vous absenter plus de 3 semaines sans être interrompu par une urgence, une problématique à régler en direct, c'est qu'il y a des choses à affiner dans la façon dont votre entreprise fonctionne. Et au-delà de, je dirais, ce confort quasi au quotidien, peut-être qu'après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans de travail dans votre entreprise, sur un métier qui vous plaisait et qui vous passionnait au départ, peut-être qu'après 30 ans, 20 ans, vous en aurez marre. Et qu'est-ce qui se passe si vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise qui vous sollicite 60 heures par semaine et que vous en avez maintenant marre de réaliser ce métier qui vous passionnait à l'origine? Eh bien, vous serez coincé. Donc, gardez toujours à l'esprit cette notion de pouvoir construire une entreprise qui vous permettra de déléguer, de construire une entreprise qui pourra fonctionner sans vous. Donc, c'est ce qu'on va voir sous l'angle de la délégation aujourd'hui. On va voir aussi ça sous l'angle des systèmes de travail. Sachez qu'à Action Coach, on a une approche, on développe une approche du développement de l'entreprise sur cette définition-là, une approche en 6 étapes. Et j'ai réalisé un webinaire de 30 minutes aussi, d'une trentaine de minutes sur ce sujet. Donc, je vous invite à consulter le webinaire qui en parle plus spécifiquement pour savoir comment développer une entreprise qui peut fonctionner sans vous, qui fonctionne sans vous, en 6 étapes. Donc, voilà un webinaire qui traite de ce sujet. Alors, pour revenir au sujet de la délégation, ce qu'on observe régulièrement dans les entreprises, c'est qu'il y a un certain nombre de freins à la délégation. Quelques essais, quelques erreurs, on a essayé de déléguer, ça n'a pas marché, on revient en arrière et puis on préfère faire les choses soi-même. Donc, un certain nombre de pensées limitantes qui peuvent aussi polluer notre esprit et puis nous éloigner de cette volonté qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait cultiver de déléguer. Et parmi ces pensées peut-être limitantes, il y a différentes idées comme personne ne le fait aussi bien que moi. Donc cette notion d'être expert et d'être le plus expert de son domaine, eh bien, je dirais que c'est d'autant plus fréquent que souvent, quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on est bon dans ce qu'on fait. Donc, il est normal de se retrouver, en étant particulièrement bon dans ce qu'on réalise concrètement, de se retrouver un peu en pénurie de compétences et d'être celui qui est le mieux placé bien pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, une autre pensée limitante va être qu'on ne trouve pas de personnel compétent et c'est très en lien avec ce premier frein que j'ai évoqué juste à l'instant. Autre pensée limitante, je perds du temps à corriger les erreurs, alors autant le faire moi-même. Le temps que j'explique comment faire les tâches, le temps que je vérifie, je me rends compte que de toute façon, il y a eu des plantages et qu'il faut que je corrige, et je finis par faire la tâche moi-même, mais ça ne sert à rien de déléguer, autant que je le fasse moi-même. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut voir assez fréquemment dans les entreprises. Autre pensée limitante, je ne peux pas prendre de risques, je ne veux pas prendre de risques, je ne peux pas me permettre de prendre de risques. Alors là, il y a une double notion de prendre des risques et de perdre le contrôle. Cette notion de perdre le contrôle en entreprise peut être à 2 niveaux. Soit on perd le contact avec le terrain, on va y revenir. Donc, on a peur de perdre de l'information et de savoir comment les choses sont réalisées. Et si par accident les choses étaient mal faites, les clients seraient mécontents. Donc, on a peur de ça. Et puis aussi, on peut avoir peur de perdre le contrôle, le pouvoir, quelque part. Et là, on est sur des problématiques humaines, relationnelles, qui sont plus à travailler au niveau individuel. Donc, sur sa confiance en soi, sur sa capacité à faire confiance aussi aux autres. Donc, on sort un peu du cadre de la technique de la délégation pour partir plutôt du côté du développement personnel en quelque sorte, ou tout au moins du développement de la posture de chef d'entreprise ou de la posture de dirigeant. Donc, je ne veux pas prendre de risques, c'est aussi une pensée limitante qu'il faut combattre pour pouvoir déléguer.
Autre pensée limitante dans l'entreprise, tout le monde est déjà très chargé, personne n'est disponible, donc je ne peux pas déléguer. Alors, de fait, c'est souvent une problématique dans les entreprises. On a rarement des entreprises avec 3 personnes qui font un travail, je dirais, quasi à temps partiel en étant embauchés à temps plein et qui sont en attente de tâches supplémentaires. Ça peut arriver, mais ça arrive relativement rarement. La plupart du temps, les gens sont très chargés. Donc, ça peut être un frein. L'idée, c'est que quand on travaille sur l'organisation globale de l'entreprise, eh bien, on puisse identifier aussi des leviers, des potentiels d'amélioration d'efficacité qui font qu'on va gagner du temps en faisant les tâches différemment, en les systématisant, et on reviendra sur cette partie systématisation dans quelques minutes. J'ai peur de perdre le contrôle, donc c'est ce qu'on a évoqué aussi qui est en lien avec je ne peux pas prendre de risques, donc à travailler sur sa posture de chef d'entreprise. Je me priverai d'informations terrain importantes. Alors, quand on est en contact avec les clients, effectivement, on est en bonne position pour ressentir les attentes des clients, ressentir les besoins du marché et construire sa vision de chef d'entreprise, qui fait qu'on sait qu'il va falloir orienter l'entreprise en telle ou telle direction parce qu'on commence à entendre des informations sur les concurrents, parce qu'on commence à entendre des informations sur des nouvelles façons de consommer. Donc oui, il y a énormément de choses qui nous viennent du terrain quand on va sur le terrain. Et la crainte de perdre ces informations-là, si on délègue et qu'on ne va plus sur le terrain, eh bien, se rencontre fréquemment. L'idée, c'est de construire un système, justement, qui permette de continuer à collecter et à être en contact avec ces informations-là sans avoir à faire la tâche soi-même. Donc, la délégation ne prive pas d'informations terrain. Une délégation bien faite doit nous permettre aussi, au contraire, de pouvoir mettre en place d'autres activités pour soi en tant que dirigeant qui nous permettront d'être au courant des tendances du marché, des tendances de la concurrence et des besoins ou des évolutions pour demain. Je ne sais pas comment faire. Alors ça peut être aussi un frein ou une pensée limitante. Si on ne sait pas comment déléguer, eh bien on aura plus de mal à déléguer, mais j'espère qu'après le webinaire d'aujourd'hui, vous serez en mesure de pouvoir déjà avoir quelques notions sur comment déléguer, ou tout au moins, quelles sont les premières tâches que vous allez pouvoir réaliser pour être en mesure de déléguer par la suite. Alors peut-être que vous avez aussi d'autres idées ou d'autres pensées limitantes qui vous amènent à penser que vous ne pouvez pas déléguer ou que c'est compliqué pour vous de déléguer. Alors, je vous laisse le mettre en commentaire ou sur la fenêtre de discussion ou en commentaire du webinaire. Voilà, chacun après trouvera ses propres réflexions personnelles, ses propres pensées. Mais je pense que déjà là, on a un certain nombre d'éléments qui balayent, je dirais, la majorité des situations qu'on peut trouver en entreprise, en sachant que si on regarde bien, il y a des grandes familles de freins à la délégation. Personne ne le fait aussi bien que moi, où on ne trouve pas de personnel compétent, par exemple. Eh bien, ça revient à transmettre un savoir-faire dans l'entreprise, comment on fait telle ou telle tâche habituellement. Et soit on prend des gens qui savent le faire, soit on les forme. Et si on ne trouve pas de personnes qui savent le faire et que c'est un frein à la délégation, eh bien, l'idée, c'est de travailler sur une façon de former et de systématiser la tâche pour que les personnes puissent être formées à la réalisation de cette tâche. Pareil, je viens d'évoquer sur les informations et puis le contact avec le terrain. La façon dont est organisée l'entreprise doit permettre d'aller chercher ces informations et de rester en contact avec le terrain, même si on n'y va pas soi-même. Et après, la posture du dirigeant, c'est une posture qui doit se travailler aussi pour pouvoir justement travailler sur développer la confiance et là encore, avoir un système de travail qui va nous permettre d'éviter ces freins, d'éviter l'écueil de l'absence de délégation. Donc, dans ce que je viens de vous évoquer, vous avez entendu à plusieurs reprises le terme de système. Et effectivement, pour nous, le levier principal de la délégation, au même titre que c'est le levier principal de la construction d'une entreprise qui fonctionne, qui pourra fonctionner sans vous, bien, ce levier principal de la délégation, c'est la mise en place de systèmes. Alors pourquoi ? Bien parce que les systèmes permettent différentes choses. Quand vous mettez en place des systèmes de travail, eh bien vous standardisez et donc vous fiabilisez le travail. C'est-à-dire que quand un client achète 2 fois la même chose, il a beaucoup plus de chances de trouver effectivement
2 fois la même chose si vos processus de travail sont reproductibles et fiables. Donc, mettre en place des systèmes de travail permet de fiabiliser la réalisation de vos produits et de vos services. Mettre en place des systèmes de travail, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on réalise et de clarifier les attentes qu'on a, je dirais, en ce qui concerne la qualité des prestations, mais en ce qui concerne aussi la réalisation de chacune des tâches, en ce qui concerne la qualité globale de l'entreprise, aussi bien que la qualité de la réalisation des moindres activités dans l'entreprise. Donc, plus on va travailler sur la formalisation des systèmes de travail, et bien plus on aura clarifié les critères d'évaluation et ce qu'on attend de ces tâches et de ces activités. Une fois que vous avez formalisé vos systèmes de travail, il est beaucoup plus facile de former les personnes que vous allez faire travailler et que vous allez, sur lesquelles vous allez justement apporter ces connaissances et la façon de faire fonctionner les systèmes. Donc, si tout est formalisé, c'est beaucoup plus facile pour la personne aussi de revenir sur les modes opératoires, sur les manuels, pour pouvoir apprendre et mémoriser les façons de travailler dans l'entreprise. Une fois que vous avez mis en place des systèmes de travail, vous pouvez remplacer au pied levé, entre guillemets, les personnes qui peuvent s'absenter pour maladie ou de manière prévue ou imprévue. Mais si vous avez besoin de remplacer quelqu'un sur un poste, vous savez qu'il est possible de le remplacer en interne assez facilement. Alors, il peut y avoir différents cas, soit les personnes, je ne sais pas, ça peut être par exemple dans le cas des congés d'été, c'est prévu plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Vous savez que vous allez pouvoir orienter aussi la distribution du personnel ou la réalisation des postes en fonction des compétences que vous avez à disposition, dont vous disposez dans l'entreprise. Mais il peut y avoir aussi des accidents internes ou externes à l'entreprise qui font qu'une tâche peut être interrompue au milieu de sa réalisation. Si une personne ne suit pas le même processus de travail et prend la tâche avec sa façon de faire, mais il y a très peu de chances qu'elle puisse s'adapter à la façon de faire de la personne qui vient de quitter le poste, temporairement, mais de manière inattendue. Alors qu'au contraire, si vous avez en place des systèmes de travail, il sera beaucoup plus facile de voir où en était la personne, ce qu'elle avait déjà réalisé, et du coup, ce qui reste à faire pour pouvoir compléter le processus. Donc, remplacer la personne au pied levé et faciliter grandement lorsque vous avez en place des systèmes qui permettent de standardiser le travail. Et bien sûr, c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, quand vous avez des systèmes de travail, vous pouvez déléguer plus efficacement parce que ça reprend l'ensemble de ces 4 premiers points. Alors après, une fois que vous avez vos systèmes de travail, et on va y revenir sur comment mettre en place ces systèmes de travail, vous n'avez plus qu'à développer, à déployer votre processus de délégation. Le processus de délégation, somme toute, il est assez simple. Dans un premier temps, il faut savoir ce que vous voulez déléguer. Donc, vous listez l'ensemble des tâches, par exemple, qui sont les vôtres, et puis vous repérez, vous identifiez celles que vous souhaitez déléguer. Et parmi les tâches que vous souhaitez déléguer, vous choisissez celles par lesquelles vous allez commencer. Donc, processus assez simple. Qu'est-ce que je dois déléguer comme tâche? Alors, vous pouvez faire une liste de tâches ou faire la liste de vos tâches. Et puis repérer aussi celles que vous faites quotidiennement, celles que vous faites une fois par semaine, celles que vous faites mensuellement, trimestriellement, annuellement, peu importe. Mais l'idée, c'est de savoir définir des catégories en fonction de la fréquence de réalisation des tâches. Et en général, vous allez commencer par déléguer celles qui sont faites le plus fréquemment, parce que c'est souvent là où vous allez gagner le plus de temps. Et dans celles qui sont faites le plus fréquemment, vous allez commencer par celles qui sont le plus faciles et à formaliser et à déléguer. Et là, vous allez commencer à gagner du temps. À chaque fois que vous allez déléguer une tâche, ça dépend des tâches, bien sûr, mais si en moyenne, vous gagnez 10 minutes parce que vous déléguez une nouvelle tâche chaque journée, sur la semaine, ça fait presque 1 heure de gagner, et puis sur le mois, ça fait 4 heures. Ça fait que sur l'année, vous allez presque gagner 48 heures. Donc, si vous travaillez 50 heures par semaine, au bout d'1 an, si vous déléguez chaque jour une tâche qui vous fait gagner 10 minutes, vous ne travaillerez plus que 2 heures par semaine à la fin de l'année. Donc, dans le principe de la délégation, vous voyez, c'est relativement assez simple et on peut procéder par étapes. La première étape est d'identifier les tâches que vous allez déléguer. Ensuite, vous allez veiller à ce que les tâches que vous allez déléguer soient formalisées, décrites, précisées, par écrit idéalement, c'est-à-dire comment doit être faite la tâche,
comment elle doit être réalisée, comment on va évaluer qu'elle est bien faite ou qu'elle est mal faite. Tout ça, ça doit faire l'objet de la rédaction d'une procédure ou de plusieurs procédures qui vont représenter les tâches à faire. Donc, c'est l'étape numéro 2, formaliser la tâche. Ensuite, vous allez nommer la personne à qui vous allez déléguer. Donc, vous allez sélectionner un collaborateur ou vous allez recruter si nécessaire. Si les collaborateurs sont déjà occupés à 100%, voire à 110%, eh bien, vous allez recruter quelqu'un en extérieur et vous allez essayer, dans un premier temps, de voir si l'ensemble de vos tâches à déléguer représente un mi-temps ou un quart-temps ou un temps plein. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous baser sur des tâches qui peuvent être réalisées qui sont déjà réalisées par d'autres collaborateurs pour voir si vous pouvez aussi déléguer ces tâches-là à la nouvelle recrue, auquel cas vous créez un poste nouveau dans l'entreprise avec des tâches que vous déléguez et que d'autres collaborateurs lui délèguent aussi, ce qui allège la charge de travail collective. Ensuite, vous allez former la personne. Eh bien, vous allez la former, ce sera d'autant plus simple que vous aurez mis en place vos procédures et donc vous allez vous appuyer sur les procédures pour faire en sorte que la personne puisse faire les choses comme elles doivent être faites dans votre entreprise. Donc, pas vous baser seulement sur les compétences de la personne entrante, mais aussi la former sur ici, on fait des choses comme ça. Alors, peut-être que par la suite, vous allez les améliorer parce que vous avez une expérience et un point de vue extérieur, mais avant de les améliorer, apprenez à jouer ou apprenez le solfège avant de jouer l'instrument et de créer des partitions originales. Déjà, commencez par vous former sur nos systèmes de travail et puis après, on verra comment éventuellement on les améliore en fonction de votre retour. Donc, votre retour d'information. Donc, voilà, former les personnes sur les processus, c'est la 4e étape. Et la 5e étape, qui est essentielle dans la délégation, c'est le retour d'information, c'est le feedback, tel qu'on l'appelle. C'est-à-dire une fois qu'on a délégué, eh bien, être en mesure que la personne fait bien les choses, ne serait-ce que déjà pour s'assurer qu'elles soient bien faites, et puis aussi pour ajuster les besoins ou les formations complémentaires nécessaires pour que la personne puisse être en mesure de réaliser la tâche selon le processus ou la procédure prévue. Donc, il doit y avoir un certain nombre de tableaux de bord et des indicateurs, et il doit y avoir aussi un système de management qui permet de faire des points réguliers avec le collaborateur pour voir dans quelle mesure la tâche est réalisée de la bonne manière. Donc, l'ensemble des processus ou du processus de délégation, vous voyez, là, je viens de vous définir un processus de délégation et je l'ai formalisé. Donc, ça vous donne une idée sur la façon dont vous pourrez aussi, vous, formaliser un certain nombre d'autres processus dans votre entreprise. Mais ce processus-là se base globalement sur l'ensemble de vos systèmes de travail et l'ensemble de vos systèmes de travail qui doivent permettre à votre entreprise d'être une activité commerciale rentable qui peut fonctionner sans vous. Et l'ensemble de ces systèmes doit vous conduire quelque part. C'est-à-dire que votre système doit être cohérent et doit faire évoluer votre entreprise dans une direction qui vous convient. Votre entreprise, de toute façon, elle va changer. Soit elle grandit, soit elle périclite, soit elle est malmenée par la concurrence, soit au contraire, elle se porte bien et elle se développe. Enfin, dans tous les cas, il va y avoir, au cours du temps, il y a des changements dans votre entreprise. Et l'intérêt de mettre en place des systèmes de travail, c'est de faire en sorte que ces changements puissent aller dans une bonne direction. Et c'est à vous de définir cette direction. Donc, comment mettre en place des systèmes de travail cohérents qui vont vous permettre de déléguer et qui vont vous permettre d'amener votre entreprise au bon endroit? Eh bien, on distingue 9 étapes pour pouvoir systématiser de cette façon-là et systématiser correctement une entreprise et enfin pouvoir déléguer. Donc, première étape pour la délégation, pour la systématisation d'entreprise, eh bien, c'est de définir la vision à long terme, la vision de l'entreprise. C'est en gros l'impact que l'entreprise va avoir sur sa communauté, sur ses clients, sur les gens qui vivent avec vos clients. En gros, l'impact que l'entreprise va avoir, aussi bien au niveau régional, si votre zone de chalandise est régionale, que nationale ou mondiale, selon l'étendue de votre zone de chalandise. Mais la vision, c'est ce que vous allez apporter au monde dans 50, dans 100 ans. Alors, l'espace de temps est consciemment et volontairement lointain pour que ce soit un objectif quasi inaccessible, un idéal. Mais ça donne la direction à suivre et ça donne la direction à vos systèmes pour que vos systèmes amènent l'entreprise vers ce point de destination finale idéal, mais ça met l'entreprise en convergence vers cette destination.
Alors, si je prends un exemple, celui d'Action Coach, la vision, c'est effectivement un monde d'abondance par la rééducation entrepreneuriale ou par le succès entrepreneurial. C'est-à-dire que pour Action Coach, dans 50 ou dans 100 ans, eh bien, l'abondance sera accessible à tous grâce à une performance des chefs d'entreprise dans le développement de leur entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose qui se situe sur une échelle de temps particulièrement éloignée. Deuxième étape, pour systématiser efficacement, c'est définir la mission de l'entreprise. Et la mission de l'entreprise s'appuie sur l'activité, votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous réalisez concrètement, qui c'est qui le réalise concrètement, donc l'équipe, et pour qui vous le réalisez, les clients, et enfin les éléments de différenciation, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous rend unique par rapport à vos concurrents. Donc, ça fait partie de la mission. La réalisation de la mission s'appuie aussi sur ce qu'on appelle la culture ou les valeurs de l'entreprise, les valeurs clés de l'entreprise qui, elles, s'appuient sur vos valeurs à vous en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant. Mais il faut qu'il y ait des valeurs aussi qui soient en résonance avec l'entreprise. Souvent, on va avoir des notions de rentabilité, de pérennité, voilà, des éléments qui sont importants pour le fonctionnement et la viabilité de l'entreprise. Il doit y avoir des valeurs aussi en lien et alignées avec les besoins de l'équipe, donc des valeurs plus sociales ou sociétales, et puis aussi des valeurs qui portent sur les clients, sur la satisfaction client, sur le service, sur un certain nombre, la convivialité, qu'on peut retrouver aussi au niveau de l'équipe, mais il y a des valeurs comme ça qui doivent porter aussi sur les clients. Donc faites en sorte que vous puissiez avoir défini très clairement les valeurs qui sont importantes pour ces quatre parties prenantes et dans lequel l'entreprise va évoluer. C'est en quelque sorte une partie des règles du jeu dans lesquelles l'entreprise va évoluer. Ensuite, vous pourrez définir des objectifs basés sur le futur, c'est-à-dire que globalement, pour aller dans le sens de la vision, ce que vous voulez réaliser à terme, idéalement, si vous aviez accès à un marché intégral, eh bien, vous allez avoir des étapes. Et ces étapes peuvent être quantifiées par l'intermédiaire, par le biais des objectifs. Donc, définissez des objectifs orientés futur. Si vous partez d'aujourd'hui en disant je veux une croissance de 10%, vous risquez de vous limiter dans des innovations possibles, dans des perspectives de développement possibles, parce que vous partez d'un constat et d'une situation actuelle. Au contraire, partez de votre vision et déduisez-en les besoins et les objectifs nécessaires pour atteindre cette vision. Pour réaliser ça et atteindre vos objectifs, vous allez avoir besoin d'une équipe. Et là, vous allez pouvoir définir votre organigramme. Et c'est l'organigramme futur, l'organigramme dont vous allez avoir besoin pour réaliser vos objectifs futurs. Vous allez voir qu'il peut y avoir une différence avec votre organigramme actuel. Donc, vous allez avoir deux organigrammes, l'actuel et le futur. Et vous allez voir comment faire évoluer les postes. Et donc, c'est la cinquième étape, comment vous allez faire évoluer les postes dans l'organigramme. Alors en général, dans les petites entreprises, au début, vous pouvez avoir un organigramme avec toutes les fonctions. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous allez être présent dans plusieurs cases, si ce n'est la majorité des cases, mais ça va vous donner une idée sur, plus tard, effectivement, pour atteindre mes objectifs à long terme, il va falloir que je mette une personne dans cette case-là, dans cette case-là, dans cette case-là, et ça va vous donner une idée des tâches que vous allez déléguer et par quel poste vous allez commencer. Eh bien, du coup, ça va correspondre aux premières tâches que vous allez déléguer. Dans les définitions de fonctions, vous allez définir les rôles, les responsabilités, les niveaux d'autonomie des collaborateurs, mais vous allez aussi définir des indicateurs de performance, que ce soit des indicateurs de performance, c'est-à-dire, par exemple, un nombre de prospects, un taux de conversion, c'est-à-dire le pourcentage des prospects que vous allez convertir en clients. Ça peut être en niveau qualitatif un taux de rebut, si jamais vous contrôlez les rebuts et que vous faites en sorte d'avoir des stratégies qui réduisent les rebuts pour améliorer les coûts. Donc voilà, un certain nombre d'indicateurs de performance et vous allez aussi avoir des indicateurs d'activité parce qu'il y a certaines tâches qui n'ont pas de résultats directs concrets mais qu'il faut réaliser, ou tout au moins dont il faut mesurer la performance entre guillemets. Par exemple, quand il s'agit de produire un certain nombre d'objets à la minute ou à l'heure, et puis on va regarder, et puis il en faut 600 à l'heure, 500 à l'heure. Donc vous voyez que si vous êtes à 450, eh bien vous êtes en dessous de ce qu'il faut, mais non, là on est sur l'indicateur d'activité.
Donc, sur chacune des fonctions, vous allez définir aussi bien des indicateurs de performance que des indicateurs d'activité. Ça va dépendre des fonctions. Des fois, ça peut être des mixtes entre les deux. Mais il faut ces indicateurs qui vous permettent de piloter. Et de savoir que la tâche est réalisée correctement ou pas. Et enfin, on arrive 8e étape, le système documentaire. Et sur le système documentaire, c'est là où vous allez établir vos procédures, étape par étape, qu'est-ce qui doit se passer, comment ça doit être fait. Et vous allez utiliser soit des listes de contrôle, soit des infographies. Vous pouvez utiliser des photos. Puis bien voilà, une fois que le restaurant est mis en place, il doit ressembler à ça. Toc. Quand le matériel est nettoyé, hop, il doit ressembler à ça. Donc, les photos sont des supports très pertinents dans les systèmes documentaires et dans les procédures. Vous pouvez utiliser des vidéos, vous pouvez utiliser des audios, enfin un certain nombre de supports qui vous permettent de décrire comment les choses doivent être réalisées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez vos procédures. Ce sera tout de suite beaucoup plus simple de déléguer la tâche quand la façon dont elle doit être réalisée est clarifiée et formalisée clairement. Dernière étape, c'est le système de management. Par système de management, comment on manage, comment on gère la tâche, en l'occurrence, avec cette notion de boucle de contrôle. Quelles sont les informations qu'on va utiliser en feedback pour pouvoir s'assurer que la tâche est réalisée de la bonne façon. Donc, c'est la 9e étape, mais ça permet d'assurer un suivi. Et on a vu dans le processus de délégation, la dernière phase de la délégation, c'est le suivi et on est typiquement là sur ce système de management. Donc, quand vous allez vouloir déléguer, eh bien, la première phase, la première tâche à réaliser, c'est de faire en sorte de systématiser votre entreprise selon ces 9 étapes qui vont donner cette cohérence, qui vont donner cette convergence des systèmes vers votre vision, vers un objectif commun, qui vont vous permettre après de déléguer beaucoup plus facilement. Alors, juste un exemple de processus ou de façon de représenter un processus. On conseille de rédiger ou de réaliser un logigramme. Un logigramme, c'est un schéma qui représente l'ensemble des étapes, des phases, des informations importantes qui concernent un processus. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exemple d'un processus de vente. Donc, vous pouvez utiliser des couleurs en fonction est-ce que ce sont des tâches à produire en interne, est-ce que ce sont des informations à stocker, est-ce que ce sont des informations à transmettre, est-ce que ce sont des objets à transmettre. Voilà, en fonction des types de tâches spécifiques que vous réalisez dans le processus, vous pouvez avoir vos codes couleurs, mais l'idée, c'est que vous avez l'intégralité du processus. Et là, sur ce processus de vente, la première étape, c'est le contact avec le prospect. Et puis la dernière étape, c'est le renvoi du devis signé avec derrière des informations qui sont transmises en production pour pouvoir bien gérer les approvisionnements et exécuter la commande ou le chantier. Donc voilà, donc entre ces deux points d'entrée et points de sortie, vous avez un ensemble de tâches que vous pouvez visualiser d'un seul coup. Donc, il est beaucoup plus facile après de former la personne, de réaliser les tâches, d'aller chercher les procédures spécifiques pour chacune des étapes. Donc, les logigrammes sont vraiment des points essentiels qui permettent de faciliter la réalisation de vos procédures. Une fois que vous avez vos procédures en place, vous n'avez plus qu'à déléguer à la bonne personne. Et pour ça, vous allez vous baser sur ce qu'on a vu, l'organigramme actuel et futur. Est-ce que vous avez des disponibilités au sein de l'équipe actuelle? Est-ce que vous avez prévu de faire monter en compétences ou de faire évoluer au sein de l'organigramme certaines personnes dans votre équipe? Et donc, en fonction de ça, vous allez voir à qui déléguer les tâches que vous voulez déléguer. Vous allez vous appuyer sur les fiches de poste pour que sur les postes, il y ait des cohérences. Difficulté dans les petites entreprises, c'est que souvent, on demande à un assistant, par exemple, ou une assistante de faire des tâches administratives, de répondre au téléphone, de faire un peu de commercial, voire de réaliser des fiches produits ou des flyers ou des brochures. Donc, des tâches qui n'ont rien à voir entre elles. Et il n'est pas facile pour une personne d'avoir à la fois des aptitudes, je dirais, de préférence de travail ou psychométriques ou psychologiques qui font qu'on va pouvoir rentrer des chiffres comme ça de manière très systématique, un peu comme de la saisie comptable, et en même temps avoir une approche créative s'il s'agit de réaliser des fiches commerciales ou des brochures. Et pourtant, dans les petites entreprises, on est amené
à varier les tâches, mais ce n'est pas forcément très, très productif ou le plus efficace. Donc, pour savoir à qui vous allez déléguer, vous allez faire des fiches de poste qui sont plutôt cohérentes dans les types de tâches qui sont présentes. Vous allez aussi vous appuyer sur les disponibilités en temps ou en compétences au sein de l'équipe, ce qui vous permettra de savoir si vous recrutez ou pas. Et vous allez vous appuyer sur les profils comportementaux, de préférence comportementale ou profils psychométriques. Vous avez par exemple les profils DISC ou des profils en agilité. Enfin, vous avez différents types de profils qui vous permettent aussi de savoir qu'une personne a plus d'affinité pour tel type de tâche ou pour tel autre type de tâche. Et en fonction de ça, bien, vous allez déléguer aux bonnes personnes, voire vous allez recruter en externe si vous n'avez pas les bonnes personnes en interne. Donc voilà pour cette introduction à la délégation, telle que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Si je dois synthétiser ce qu'on a vu, eh bien, je dirais que le point important, c'est que votre liberté s'intègre dans la façon de développer votre entreprise. Et pour construire votre liberté, il faut que vous puissiez garder cette notion-là à l'esprit tout au long de la structuration du développement de votre entreprise. Et donc, eh bien, construisez une entreprise qui fonctionne sans vous. Ce sera notre orientation sur cet aspect-là. Votre capacité à déléguer s'appuie sur vos systèmes et vos systèmes de travail. Donc, pensez vos systèmes pour conduire votre entreprise là où vous voulez qu'elle aille et pensez vos systèmes dans cette cohérence qui rendra la délégation plus facile et plus efficiente. Déléguer, ce n'est pas abandonner. Donc, cette notion de feedback, de boucle de retour d'information, de boucle de contrôle, c'est essentiel et ça se traduit aussi sur votre façon de manager l'équipe avec des points quotidiens, des points hebdomadaires ou des points mensuels en fonction des sujets et des personnes. Mais la délégation suppose un suivi, suppose du management. Déléguer, ce n'est pas abandonner. Donc, assurer un suivi pertinent. Et enfin, eh bien, la délégation vous permettra de gagner beaucoup de temps. Une fois que vous avez délégué 10 minutes chaque jour de tâches, vous voyez qu'à la fin de l'année, il vous reste des semaines qui vous laisseront le temps de vivre et de vivre librement. L'idée, c'est qu'au départ, vous allez certes y passer plus de temps, beaucoup plus de temps, parce qu'il faut formaliser vos systèmes de travail, mais le temps que vous allez investir au départ, eh bien, vous feront gagner énormément de temps par la suite. Et si vous voulez eh bien, être plus efficace et puis déléguer plus rapidement, construire vos systèmes de travail plus rapidement, eh bien, vous pouvez aussi vous appuyer, bien sûr, sur votre coach. Et donc, pour conclure, eh bien, si vous n'avez pas assez de temps pour vous, déléguer. Commencez par les tâches principales et écrivez comment elles doivent être réalisées, formalisez vos processus de travail. Commencez par les tâches les plus faciles. Si vous vous libérez 10 minutes par jour, au bout d'un an, vous aurez gagné 48 heures par semaine. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser, soit là maintenant, soit par mail. Alors, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran, gilberto@zenessor.fr. Je vous souhaite un bon après-midi et à très bientôt. Au revoir à vous.